Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue sur, Radio Thaïlande. Je vais poursuivre sur une petite séquence, Zemmour, heu, qui va, avec l'actualité, qu'on le veuille ou non, médiatique. Hem, alors, je pense que je ne sais pas si cette vidéo sera aussi vue que mon petit mouvement d'humeur de 4 minutes qui a fait, plus de vues que d'habitude. Hem et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de constater que j'ai fait la semaine dernière une vidéo de 20 minutes argumentée, où la principale d'ailleurs, principale chose, je reconnaissais le constat, je validais une bonne partie du constat de Zemmour, mais j'essayais de montrer qu'il apporte pas de solution. Bon, et j'essayais d'avoir des pistes peut-être de solutions plus constructives que son discours. Mais suite à ça, suite à ma vidéo, j'ai regardé Zemmour pendant 1 heure chez Ruquier et Salamé, et suite à ça, j'ai fait un petit mouvement d'humeur effectivement parce que j'avais pas, voilà, j'avais pas un très bon sentiment à la fin de cette émission. Et ce petit mouvement d'humeur de 4 minutes a pour le coup a été vu, j'ai 800 vues là, et j'ai été fortement critiqué par des amis de Zemmour, voilà, de manière plus ou moins sympathique, plus ou moins construite. Certains critiques étaient assez construites, d'autres pas du tout. Mais donc voilà, c'était amusant de voir que voilà, c'est une vidéo de 4 minutes. J'ai aussi eu des commentaires, voilà, bon, je ne reviendrai pas sur tous les commentaires, euh, mais ça montre déjà, bah, c'est un peu le problème, c'est que les vidéos de 4 minutes, ça fait des vues, les vidéos de 20 minutes, ça fait pas de vues. Bon, alors que justement, un des positionnements de Zemmour, c'est d'être dans l'argumentaire, dans la longueur, de développer les sujets longuement. Bon. Parenthèse fermée. Ce que je voulais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que Zemmour, amis zémouriens, j'aimerais quand même que vous, peut-être, réfléchissiez ou vous posiez la question, vous reconnaissiez qu'il est dans l'exagération. Il prend une réalité qui effectivement existe, euh, mais il l'exagère. Et j'ai juste un exemple, parce que j'ai lu les premières pages de son livre qu'on m'a passé, mais justement, ça m'a pas donné envie de lire le livre en entier, puisque les 5 premières pages, c'est une série d'exagérations, vraiment, et à base de figures de style, voilà, d'anaphores, voilà, pas un jour sans, pas un jour sans, pas un jour sans, pas un jour sans. Donc c'est du style littéraire qui vise à exagérer. Et alors là, je suis tombé sur une phrase qui, voilà, à la lire, j'ai l'impression que vous êtes, je suis en Thaïlande, comme peut-être, j'habite en Thaïlande, hein, j'ai quitté la France. Donc, je suis un Français de souche qui a quitté la France pour raisons personnelles, bon, mais qui continue de s'intéresser à l'actualité française. Euh, et donc je lis: aucune petite bourgade, aucun petit village de France n'est plus à l'abri d'une équipée sauvage de bandes tchétchènes ou de kosovars ou de maghrébins ou d'Africains qui volent, violent, pillent, torturent, tuent. Alors, excusez-moi, mais là, bon, qui ne pourra pas reconnaître qu'il y a exagération? Parce que oui, je ne doute pas que ici ou là, des immigrés illégaux perpètrent, voilà, perpètrent, pas sûr de mon mot, désolé, euh, des violences, il y a des vols, sans doute même des meurtres, mais alors des tortures, je ne sais pas, je n'étais pas au courant qu'il y avait des tortures. Mais surtout, aucune petite bourgade, aucun petit village. Donc là, à le lire, c'est les invasions barbares en France, hein, c'est les Red Vikings. Donc, vous voyez, je ne sais pas si ce genre, et donc ça, c'est un exemple parmi voilà, beaucoup dans le livre. Et donc là, c'est vraiment ce que j'appelle mettre de l'huile sur le feu. Donc il y a le feu, il y a le feu, mais quand il y a un feu, il vaut mieux mettre de l'eau, voire balancer les canadaires, hein, que mettre de l'huile. Alors forcément, Zemmour fait écho, et c'est son succès, il va dans le sens. Euh, il dit ce que des choses que les gens ont envie d'entendre, vous avez envie d'entendre. Alors voilà, parce qu'il y a un déni, effectivement, et ça je suis contre ce déni. Je l'ai déjà dit, je suis contre les politiques qui font comme si tout allait bien, qu'il n'y a pas de problème, c'est une richesse culturelle, et puis c'est pas de leur faute les délinquants, les pauvres, etc. Je suis contre cette position qui vise à tout excuser et à nier les problèmes. Maintenant, aller dans le sens des gens en rajoutant, vous voyez, je me suis amusé à faire une petite
métaphore sexuelle, vous voyez, il met du gel, quoi, hein. Donc jouissance assurée, là, c'est sûr que mais l'orgasme fait-il le bonheur? Vous voyez, c'est que là, effectivement, vous entendez Zemmour, vous dites: «Ah bah voilà quelqu'un qui dit, ce que je pense tout bas, donc ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir». Mais est-ce que ça va, améliorer la situation? C'est la simple question que je vous pose, amis Zemmouriens. Est-ce que vous pensez vraiment que voilà, ce discours, qui va vers de plus en plus d'exagération et qui fait aussi des raccourcis, parce que ce que je rejoins pas dans Zemmour, c'est le moment où il met, il parle de choc de civilisation. Pour moi, vous vous trompez de choc de civilisation. Le choc de civilisation qui est en train de se mettre en place, c'est l'alliance États-Unis, Angleterre, Australie face à la Chine, vous voyez. C'est ça l'enjeu géopolitique. Donc si on arrive dans un monde où, je ne le souhaite pas, mais on arrive dans des tensions où l'enjeu international, c'est un petit peu l'Occident contre la Chine, et que nous, on en est un peu à se chamailler sur la couleur de notre pays, on sera démunis, et de toute façon, ça va très mal se passer pour nous. Donc je pense pas que se désunir soit la solution, je pense pas que, voilà, je pense pas que ce débat enfin la façon dont il le pose, de dire que tout est finalement de la faute, parce qu'on en arrive, et j'ai vu, alors, voilà, j'ai vu un de ses amis, qui s'appelle Cauchy, qui fait une longue vidéo, qui développe des idées de droite assumées, avec certaines idées, moi il y a certaines idées de droite conservatrice qui me dérangent pas, hein. J'ai certains côtés, on va dire conservateurs, enfin je suis quelqu'un qui suis plutôt favorable à l'ordre, à la discipline, au travail, voilà, et qui suis, voilà, je vais avoir un petit mot sur l'impunité. Ensuite, je pense que le vrai problème, il est là, de traiter l'impunité, chose que les gouvernements successifs semblent échouer depuis 40 ans. J'y reviens juste après. Et donc ce monsieur Cauchy, suite à un long développement de valeurs de droite traditionnelles, arrive sur le problème de France périphérique contre France, la gagnante de la mondialisation, donc les deux France. Il dit que ça fait 26 ans qu'on le sait, puisque Chirac parlait de fracture sociale. Bon, très bien. Mais là, pouf, comme ça, en une phrase, il dit: et on ne pourra s'en sortir que s'il y a un seul terreau identitaire, en gros, euh, euh, qu'on ne pourra pas s'en sortir en étant dans une situation où, il dit, on est dans un conflit de civilisation. Il remet tac le conflit de civilisation à la fin de la vidéo comme ça, comme si c'était finalement de la faute de l'islam, quoi, qu'on en soit là. Et c'est là qu'on arrive dans le raccourci qui, pour moi, est un leurre intellectuel, de croire que tout est de la faute de l'islam et de l'islamisation, et que tout le problème est là. Voilà. Et que tout votre problème, peut-être que ce soit d'être victime d'insécurité ou d'une situation économique précaire. Ce monsieur Cauchy parlait d'avoir participé à une réunion des amis de Zemmour où il y avait un, un bûcheron de Seine-et-Marne. Il s'était souvenu de cet exemple, qui était un ami de Zemmour, un militant, etc. Bon, je ne sais pas ce qui avait amené ce bûcheron de Seine-et-Marne à militer, mais ça peut justement être, j'imagine, une personne qui a une vie difficile, qui travaille dur, et puis qui peut-être voit autour de lui des actes d'incivilité, ou qui est victime d'actes d'incivilité, et qui voit effectivement qu'il y en a marre de voir tous ces immigrés peut-être trop assistés, trop pardonnés. Euh, mais mais c'est pas, encore une fois, le discours de Zemmour et ses non-solutions qui vont améliorer la vie du bûcheron de Seine-et-Marne. Pour moi, les problèmes, ils doivent être avant tout traités de manière économique. Parce que Zemmour, pour lui, Zemmour, l'économie n'existe pas. Alors que c'est justement l'économie qui a également amené tous les problèmes. Euh, j'ai vu une autre personne intéressante, une écrivaine, dont j'ai pas le nom, parce que j'ai vu un extrait d'une émission. Elle a écrit un livre apparemment assez intéressant, justement sur la dégradation d'une tour dans une cité HLM, vous voyez. En partant des années 60 où tout allait bien, une famille immigrée arrive dans une tour toute neuve avec des jets d'eau, avec tout le monde a du travail, c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe dans son livre? C'est que dans une période où le gouvernement Giscard d'Estaing incite les gens, et donc ça c'est économique, c'est des promoteurs immobiliers qui à l'époque voulaient vendre des maisons, etc. On incite la classe moyenne à aller s'installer en maison, les gens qui avaient les possibilités de se financer partent en maison, les tours se vident, seuls restent les familles les plus pauvres. Donc ça c'est aussi un truc économique, c'est pas parce qu'ils sont musulmans, c'est parce qu'ils avaient les situations économiques les moins favorables. Donc ils restent dans les tours qui se dégradent, on connaît l'histoire, on a des enfants, on n'a pas de travail, les enfants grandissent dans un quartier où il n'y a plus de mixité sociale, et ça part en vrille et c'est les ghettos. Et tout ça, c'est pas parce qu'il y a la République islamique. C'est pas vrai. La République islamique, c'est un problème séparé qui se greffe ensuite dessus, hein. Donc c'est l'islamisme radical, et là aussi je suis de ceux qui
je suis de ceux qui essaient de se battre contre les amalgames. Tous les musulmans ne sont pas des islamistes radicaux. Et c'est un cancer de l'islam, l'islamisme radical. C'est une maladie, c'est des extrémistes. Dans toute religion, il y a des textes qui sont interprétables. Dans toute religion, la Bible aussi, il y a des textes un peu extrêmes, des passages qui sont en fait qui incitent presque à la violence ou au meurtre. Dans certains, si on lit de manière un peu radicale. Et cet islamisme radical, donc je ne dis pas qu'il y a des terroristes islamistes radicaux qui vont faire leur prêche dans des quartiers abandonnés de la République, mais c'est rendu possible parce que ces quartiers sont en déshérence économique. Si les gens avaient du boulot, un horizon, une vie, ils tomberaient pas là-dedans. Donc voilà, c'est pas la cause, c'est la conséquence, le terrorisme. C'est pas la cause de nos problèmes, c'est la conséquence d'une société qui va mal. Voilà. Euh, donc l'impunité, je pense que bon, je sais pas à quoi joue Zemmour. Parfois, je me demande est-ce qu'il est pas juste là pour essayer de faire passer la droite, hein, parce qu'il va faire baisser Le Pen, et que c'est vrai que depuis qu'il est rentré dans ce jeu, si ça se trouve, il ouvre la porte à, on ne sait pas si c'est Bertrand Pécresse ou Barnier qui pourrait peut-être justement se retrouver en position d'aller au second tour. Donc c'est peut-être ça son calcul, de faire gagner la droite conservatrice, parce qu'ils vont être obligés de se positionner sur des thèmes un peu plus conservateurs, auquel cas, bon, il joue sa carte, hein. Euh, mais le discours, voilà, il faut quand même faire attention, je trouve. Je crois que je parle plutôt des amis de Zemmour, parce que mon titre, généralement, c'est ce qui se passe si je mets Zemmour dans le titre, c'est des Zemmouriens qui me regardent. Le débat des prénoms, je pense que c'est excessif et que c'est dangereux, parce que j'ai un ami qui m'a partagé aussi le fait que, apparemment, une des conseillères de Zemmour, pardon, c'est une énarque qui s'appelle Sarah. Et je lui dis, tiens, Sarah, est-ce que c'est très français comme prénom? Et donc c'est amusant parce qu'en fait, Sarah, c'est dans la Bible, Sarah, c'est la femme d'Abraham, donc dans la Torah, le Coran et la Bible. Donc je plaisantais avec mon pote, je dis passe partout Sarah, elle passe partout. Sauf que vous voyez, ça amène se dire, est-ce qu'un prénom, il est assez français? Donc ça, pour le coup, je pense que c'est malsain de vivre dans une société où on va commencer à se regarder, tiens, est-ce que toi, tu es vraiment français? Parce qu'à ce moment-là, le prénom, si on met le prénom, pourquoi pas la couleur de peau, et on y va, hein. Et donc Zemmour dehors aussi, hein. Moi, je suis français de souche, il faut remonter au XVIIe siècle. J'ai un cousin qui a fait un peu de généalogie, en tout cas du côté de ma mère, pour trouver trace de quelqu'un en dehors de France. Bon, et du côté de mon père, de connaissance d'homme, c'est-à-dire que jusqu'à notre arrière-arrière-grand-père, c'est, voilà, même je crois mon cinq fois arrière-grand-père était plus ou moins capitaine dans l'armée de Napoléon. Vous voyez, donc Zemmour, je pense que, et je m'appelle Louis. Donc moi je pense que Zemmour ça va, il me considère comme un bon Français. Euh, Enfin, peut-être mauvais parce que j'ai quitté la France. Bon. Mais je suis un vrai Français de souche, vous voyez. Donc, si on était là-dedans, moi je serais tranquille. Je dirais, c'est bon, je pourrais montrer mon papier, combien de générations. Vous voyez, bon, si on arrive là-dedans, c'est quand même pas terrible. Alors, lui il va vous dire, c'est pas le problème, il faut donner un prénom français. Vous pouvez être maghrébin, mais il faut donner un prénom français. Voilà, mais vous voyez, mais quel prénom? Je, pas top le débat des prénoms, pas top. Et je dirais faux débat, vous voyez. Lui-même, je pense, nous emmène sur des débats qui sont pas sains et qui ne vont rien améliorer. Donc je pense quand même que la vocation d'un homme politique, et je rappelle là que je suis candidat à l'élection présidentielle, est quand même censé proposer des solutions, hein. Et c'est vrai que chez Zemmour, je ne les vois pas. Donc je pense qu'il faudrait traiter le problème de l'impunité. Et alors, la difficulté, c'est que tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Aujourd'hui, tous les candidats vont vous dire il y en a marre, impunité zéro. On l'a entendu 10 000 fois. Donc, finalement, le problème, c'est peut-être déjà de discuter. Moi, ce serait ma position de président de la République. Je ne dirais pas je vais résoudre le problème de l'insécurité, puisqu'apparemment, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais je dirais voilà, moi, quand je vais être élu, je vais mettre en place un conseil de l'impunité, on va dire ça comme ça, dans laquelle je ferai appel à de nombreux, tous ceux qui veulent bien, tous les anciens ministres de l'Intérieur. On peut remonter le plus loin qu'on peut, hein, donc je vais appeler tous les anciens ministres de l'Intérieur, de préférence des gens qui ont peu trop d'agenda politique, qui sont plutôt voilà, qui ont fini leur carrière et qui ont vécu à ce poste, aussi anciens ministres de la Justice, tiens, voilà. Et puis je vais mettre en place des équipes de travail avec l'objectif de me dire déjà pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas à traiter le problème de l'impunité.
Donc est-ce que c'est qu'une question de moyens? Pourquoi on n'arrive pas à construire plus de prisons? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Puisque je suis de ceux qui pensent que la prison ne résout pas tous les problèmes, mais je suis aussi de ceux qui pensent qu'à un moment donné, l'impunité telle qu'elle s'est développée en France aujourd'hui, je pense que c'est vraiment excessif. C'est un vrai problème que des jeunes en difficulté, peu importe qu'on puisse ou pas les excuser en fait, peu importe, c'est pas le sujet. À un moment donné, on ne peut pas, je suis d'accord, on ne peut pas vivre dans une société où finalement quelqu'un qui va bien ou pas bien, peu importe, peut aller effectivement commettre un délit en se disant que de toute façon il fera 24 heures de garde à vue et qu'il sera relâché. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, faut déjà, c'est pas juste de dire effet de manche, je vais régler le problème, je vais construire 12 000 places de prison. Non, c'est d'aller un peu plus loin dans le fond du problème. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Essayer d'avoir des idées créatives. Alors là, je vais en choquer certains, mais peu importe. J'étais à Singapour il y a quelques années, j'ai visité Singapour. Vous vous baladez à Singapour, donc Singapour c'est une ville moderne, civilisée, tout ça, mais il y a des panneaux dans la rue, aux arrêts de bus, vous voyez, c'est pas des pubs, c'est des panneaux qui disent caning, ça veut dire bâton, coup de bâton, qui avertissent qu'en cas de vol, vous êtes passible vous êtes battu. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais ça fait partie des choses qu'on peut mettre sur la table. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même, ça coûte pas très cher. Donc, ce que je veux dire, c'est comment on réfléchit à des solutions fermes pour que quand même les gens qui sont en situation de commettre des délits sachent qu'ils ne seront pas impunis et quand même aient peur de commettre un délit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de peur de commettre un délit, en fait. Donc, il faut quand même remettre quand même des choses qui font, ou alors si on n'arrive pas à construire des prisons, et alors là, peut-être que je rejoins Zemmour quand il dit la Cour européenne des droits de l'homme, etc. J'ai l'impression que peut-être qu'on va un peu trop loin parfois dans la valeur de protéger l'être humain, donc également les criminels, qui fait que limite on va se plaindre si les criminels, si on les met pas dans des hôtels 5 étoiles. Donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas penser à des prisons un peu vite fait, quoi, pas très confortables, quoi, des endroits où ça craint un peu, quoi, mais que les gens sachent que quand on fait un délit, on s'y retrouve, quoi. Je suis d'accord. Moi, je pense il faut avoir un discours ferme sur l'impunité, mais en même temps, et désolé d'utiliser ce terme, parce que le en même temps, ça peut marcher quand c'est travaillé. C'est-à-dire qu'il y a le en même temps où je dis en même temps sans qu'il y ait rien derrière le en même temps, puis il y a le en même temps où je dis je vais d'un côté mettre en place une politique de zéro impunité, voilà, zéro impunité. Moi, je suis favorable à l'utilisation de la vidéosurveillance pour information, mais avec des contre-feux, des garanties que ces vidéos ne sont pas utilisées à de mauvaises fins. Donc ça peut poser la question, par exemple, de qui utilise les vidéos, dans quel but. Il peut y avoir éventuellement des autorités de contrôle indépendantes, ça existe peut-être déjà, je ne le sais pas, mais c'est pas juste laisser les vidéos aux mains de la police sans contrôle. Peut-être garantir que les vidéos sont par exemple effacées toutes les 24 heures. Moi je ferai un truc comme ça, c'est que les vidéos doivent être utilisées uniquement pour repérer des délits. Voilà, repérer des délits. Et il devrait y avoir une espèce d'autorité indépendante qui garantit que voilà, on le filme, et puis si bon, il s'est rien passé, on efface de tous les serveurs, de tout. Et qu'on ne cherche que le délit. Donc moi, de savoir qu'un tel a été visiter sa maîtresse, parce que c'est ça le problème, on filme, alors on va voir un tel qui était là où il devait pas être, etc. C'est garantir qu'il n'y aura pas de problème avec la vie privée. C'est de dire, voilà, il y a les vidéos qui filment. Quand il y a un délit constaté, alors là, paf, on utilise la vidéo afin d'identification de la personne qui a commis le délit, mais à partir du moment où il n'y a pas de délit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas filmé une violence ou un vol, à un moment donné, c'est comme des choses qui sont quand même assez cadrées, quoi, les vidéos sont effacées. Voilà. Et donc de déterminer ça clairement, qu'on ne va pas utiliser ça pour après faire du chantage à quelqu'un, pour tout un tas de raisons. Bon, voilà. Donc développer un discours solide sur l'impunité, en même temps, parler, c'est le problème de Zemmour aussi, je pense qu'on ne peut pas être dans une situation où enfin, on déconsidère les personnes en difficulté, ou même les personnes en état de, voilà, les quartiers, etc. Donc il faut parler à ces gens-là, en leur disant voilà, qu'on comprend la difficulté de leur situation, on va chercher à apporter des solutions là-dessus, je referai des vidéos sur mes projets d'encadrement, pour ne pas dire légalisation du trafic de cannabis, je pense que c'est vraiment une piste à discuter sérieusement. Voilà, c'est que c'est une vraie économie, je l'ai déjà dit, je le redis. Il y a des consommateurs de cannabis en France qui sont des millions, et donc qui profitent d'une certaine manière du travail qui aujourd'hui est fait de manière illégale et dans un cadre la plus souvent qui est aussi en violence et avec des armes, etc. Donc bon, ça c'est une chose. Moi je poserai le débat d'une légalisation du cannabis fait de concert, en collaboration avec
les jeunes des quartiers. Donc en même temps, je veux une politique qui parle aux jeunes des quartiers, qui leur donne un horizon, qui leur parle comme à des êtres humains, comme à des gens responsables, mais effectivement en leur disant on a tous une chance, donc on doit tous avoir une chance, voire une deuxième chance. Parce qu'on a tous le droit de se perdre, de s'égarer, mais pas de troisième chance. Voilà. Et effectivement, je regardais aussi un mec qui s'appelle Oberton cet après-midi, qui je trouve évolue de manière intéressante. C'est un gars qui est classifié extrême droite, etc., un peu blacklisté. Mais là, je l'ai vu, je trouve qu'il s'est un peu assagi, c'est-à-dire qu'il dit des choses vraies, puis à la fin, on sent qu'il doute un peu sur, voilà, il doute un peu sur des solutions trop extrêmes. Il a un peu de mesure dans ses propos, mais il met en avant ce problème de l'impunité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils en sont à leur 30e chance, donc ça va pas. Voilà. Ben, je crois que pour aujourd'hui, ça ira. Donc discours strict sur l'impunité, oui, mais parler aussi et rester dans un esprit quand même de positivité vis-à-vis des populations en difficulté, enfin, mais aussi qui dérivent de façon négative, ça c'est important. Et pour le grand remplacement, si finir rapidement, moi je pense qu'il faut en parler, allons-y. Donc finalement, vous voyez, je finis par reconnaître à Zemmour, donc en fait, je lui reproche une exagération. Voilà, c'est vraiment mon constat aujourd'hui. Je lui reproche d'arriver dans un discours exagéré, en partant un peu dans voilà, en utilisant le style, des bons mots, des machins qui je pense risque, voilà, d'être de l'huile sur le feu. Voilà. Mais voilà, j'espère que d'autres acteurs politiques vont s'emparer. Enfin, je pense qu'il faut s'emparer de son débat, mais en le redirigeant. Voilà. C'est pas juste dire ah c'est nul, l'insulter, dire qu'il va trop loin, et puis essayer de le décrédibiliser sans aller sur le fond. Il faut prendre ce sujet-là, du grand remplacement notamment, en disant ça existe. Il ne faut pas nier que la population a changé, et que si ça continue comme ça, oui, il est possible que dans 50 ans, la population blanche soit minoritaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Parlons-en, mais parlons-en de manière sereine, en essayant d'avoir des idées, de proposer des solutions concrètes face aux problèmes qui se posent, et non pas de partir dans des espèces d'envolées lyriques, voilà, qui font plaisir, mais qui ne résoudront rien.